Il y a moins d'un an, presque personne dans le monde francophone n'aurait su placer ce pays sur une carte. Beaucoup ne savaient même pas qu'il existait. Et aujourd'hui, ce même pays est passé à deux doigts, à un seul but en prolongation d'éliminer l'équipe championne du monde, devant des millions de personnes qui regardaient le match, sans vraiment comprendre d'où pouvait bien sortir une équipe pareille. On parle d'un archipel qui, crois-le ou non, n'existait pour personne il y a 600 ans. Littéralement, il n'y avait pas âme qui vive là-bas. Pas un seul être humain marchant sur cette terre. Et pourtant, cette terre complètement vide est devenue le berceau de l'une des musiques les plus belles et les plus tristes de la planète. Le refuge d'un volcan encore vivant, entré en éruption il y a quelques années à peine, est la plus grande surprise de la Coupe du Monde, 2026, le tournoi de football le plus regardé de toute l'histoire. Aujourd'hui, je vais te raconter 10 faits sur le Cap-Vert, en compte à rebours, du numéro 10 au numéro 1, pour que tu comprennes enfin qui est ce peuple qui a surgi de nulle part dans la conversation mondiale. Et je te préviens, le fait numéro 1 est tellement incroyable que même en te le racontant calmement et preuve à l'appui, tu vas avoir du mal à le croire. Il y a encore des gens dans le monde du football qui n'arrivent pas à le digérer. Mais allons-y dans l'ordre, parce que chacun de ces faits va t'aider, étape par étape, à comprendre comment une poignée d'îles perdues au milieu de l'Atlantique a fini par écrire l'une des histoires les plus folles de l'humanité et du sport. Tu vas voir de tout. Des sécheresses qui ont failli décimer des générations entières, un volcan toujours réveillé, une langue que personne d'autre ne parle sur la planète, et une équipe de foot qui a fait pleurer de fierté la moitié du monde répartie sur 5 continents. Et si tu aimes découvrir ces joyaux cachés, ces petits pays que presque personne ne regarde mais qui renferment des histoires immenses, reste jusqu'au bout. Parce que sur cette chaîne, c'est exactement ce qu'on fait. Abonne-toi tout de suite pour ne rater aucun secret du monde. Fête numéro 10, né sans personne. Le Cap-Vert est né sans personne pour l'habiter, exactement comme tu l'entends, sans exagérer d'un pouce. Contrairement à quasiment tous les pays que tu connais où il y a toujours eu des peuples autochtones, des tribus anciennes, une civilisation quelconque qui a laissé ses traces bien avant l'arrivée des Européens, ici, il n'y avait absolument personne. Pas un seul habitant. Ces 10 îles d'origine volcanique, situées à environ 600 km des côtes du Sénégal, en plein océan Atlantique, sont restées totalement inhabitées jusqu'à l'arrivée des navigateurs portugais au milieu du XVe siècle. Imagine un peu ce moment. Arriver sur un bateau en bois, après des semaines à traverser l'océan sans instruments modernes, en te guidant à peine sur les étoiles, et tomber sur un bout de terre que jamais aucun être humain n'avait foulé. Aucune trace de vieux feux de camp, pas d'outils en pierre, aucun reste d'un village abandonné, rien. Une toile complètement blanche au milieu de la mer. C'est pour ça que le Cap-Vert peut dire une chose que presque aucun autre pays au monde ne peut affirmer avec autant de clarté. Toute son histoire humaine, absolument toute, a commencé avec la colonisation. Il n'existe pas d'avant à sauver ou à reconstituer dans un musée, parce que cet avant n'a tout simplement jamais existé. Pense-y comme ça. Quand tu penses à la France, à l'Égypte, ou à presque n'importe quel pays du monde, l'histoire qu'on te raconte commence des milliers d'années avant l'arrivée du moindre colonisateur, avec des civilisations entières déjà installées. Ici, non. L'histoire du Cap-Vert en tant que terre habitée par des êtres humains commence littéralement le jour où un bateau portugais a touché la côte pour la première fois. Avant ça, il n'y avait que le vent, la roche volcanique, des oiseaux marins et un silence absolu qui avait duré on ne sait combien de milliers d'années. Ce détail, qui paraît anodin au premier abord, change complètement la façon dont les Capverdiens eux-mêmes comprennent leur identité. Ils ne se sentent pas héritiers d'un passé précolonial à ressusciter, parce que ce passé n'a jamais existé pour eux. Leur identité est née métissée dès la première minute. Tout ce que le Cap-Vert est aujourd'hui, sa population, sa langue, sa cuisine, sa manière de danser et de chanter, s'est construit à partir de zéro, en mélangeant ce qu'ont apporté les colonisateurs européens avec ce qui est arrivé ensuite de différentes régions d'Afrique. C'est, au sens le plus littéral qui soit, un pays qui a dû s'inventer lui-même dès le premier jour. Pas de temple ancien à visiter, pas de ruines d'une civilisation perdue, pas de légende sur des rois qui auraient gouverné ces terres il y a des siècles. La seule chose vraiment ancienne au Cap-Vert, c'est la roche volcanique elle-même, formée bien avant qu'existe le moindre être humain capable de la raconter. Fait numéro 9, un centre clé de l'esclavage. Et justement, en parlant de ce qui est arrivé après les Portugais, ça nous mène directement vers quelque chose de bien plus sombre, mais absolument nécessaire pour comprendre qui sont les Capverdiens aujourd'hui. Ces îles ont été, pendant près de 4 siècles, une pièce maîtresse de la traite transatlantique des personnes réduites en esclavage. À peine les Portugais ont-ils occupé l'archipel qu'ils ont compris une chose fondamentale. Sa position était stratégique, presque à mi-chemin entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Ils ont donc transformé ces îles en points de passage obligés de ce commerce brutal. Des milliers et des milliers de personnes ont été amenées de force depuis différentes régions d'Afrique de l'Ouest, retenues là dans des conditions inhumaines, puis expédiées vers d'autres destinations, bien souvent de l'autre côté de l'océan, vers l'Amérique. La ville de Ribeira Grande, sur l'île de Santiago, a longtemps été l'un des ports les plus actifs de tout ce commerce.
Aujourd'hui, ces ruines sont toujours là, classées au patrimoine historique, comme un rappel permanent de ce qui s'est passé. Ce n'est pas un hasard s'il existe aujourd'hui un musée entièrement consacré à raconter cette histoire, sans phare, avec crudité. Parce que les Capverdiens eux-mêmes ont compris que nier ce chapitre reviendrait à se nier eux-mêmes. De cette histoire si douloureuse naît, en grande partie, l'identité métisse qui définit le Cap-Vert d'aujourd'hui. Un mélange profond entre l'Africain et l'Européen qui se reflète dans la couleur de peau de sa population, dans sa cuisine, dans ses coutumes et comme on va le voir plus loin, jusque dans sa musique, la plus célèbre au monde. C'est une blessure historique que le pays ne cache pas et ne cherche pas à maquiller. Bien au contraire. Il la reconnaît ouvertement comme une part fondamentale de son identité. Un mélange bien à lui, né d'une tragédie, mais transformé avec le temps en quelque chose d'unique sur la planète. Fête, Nemeruy, l'indépendance, le même jour. Le Cap-Vert s'est libéré du Portugal un 5 juillet 1975. Après près de 500 ans sous domination portugaise, l'archipel est enfin devenu un pays souverain, maître de son propre destin. Et ça n'a pas été un processus simple ni pacifique depuis le début. Il est arrivé après des années de lutte politique et un mouvement indépendantiste qui se battait aussi pour la liberté d'autres anciennes colonies portugaises d'Afrique, comme la Guinée-Bissau, avec qui le Cap-Vert a même partagé, pendant un temps, un seul et même parti politique. Quand l'indépendance a enfin été obtenue, le Cap-Vert a dû tout recommencer de zéro en tant que nation, sans pétrole, sans grands gisements miniers, avec des sols volcaniques difficiles à cultiver, des sécheresses à répétition qui frappaient la population, et aucune grande puissance derrière lui pour soutenir son économie. Et pourtant, contre tous les pronostics que n'importe quel analyste aurait fait à l'époque, le Cap-Vert est aujourd'hui reconnu à l'international comme l'une des démocraties les plus stables de tout le continent africain. Pas de guerre civile, pas de coup d'État, des transitions de pouvoir pacifiques entre différents partis, et une stabilité institutionnelle que bien des pays aux ressources naturelles bien plus abondantes n'ont pas réussi à tenir dans la durée. Au fil des décennies, ce même effort a permis au Cap-Vert de sortir officiellement de la liste des pays les moins avancés du monde, un exploit que très peu de nations africaines ont accompli, et de rejoindre ce que les organismes internationaux classent comme un pays à revenus intermédiaires, grâce surtout au tourisme, à la pêche, et tu t'en doutes déjà à l'argent qu'envoient chaque mois les Cap-Verdiens vivant à l'étranger. Parti de rien, sans dépendre de personne, à force de travail, d'organisation et de patience, ce petit archipel a bâti l'une des démocraties les plus solides et les plus respectées de toute l'Afrique. Et il l'a fait, en plus, dans une région où de nombreux pays voisins ont traversé coups d'État, conflits armés et crises institutionnelles à répétition. FAIT, Nugroset. Un volcan actif veille sur le pays. Le Cap-Vert possède un volcan actif, et pas n'importe lequel, c'est le point culminant de tout l'archipel. Il s'appelle le Pico do Fogo, il se trouve sur l'île de Fogo dont le nom signifie justement feu en portugais et il dépasse les 2800 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. On ne parle pas d'un volcan endormi ni éteint depuis des siècles, mais d'un volcan qui est entré en éruption à plusieurs reprises au cours de son histoire. L'éruption la plus récente et la plus violente s'est produite entre la fin 2014 et le début 2015. Des coulées de lave ont avancé lentement mais sans jamais s'arrêter pendant des semaines, engloutissant entièrement 2 villages qui ont disparu sous la roche volcanique. Des centaines de familles ont dû tout abandonner en quelques heures, et pourtant, quelques années à peine plus tard, une bonne partie de ces mêmes habitants sont revenus s'installer près du volcan parce que pour eux, cette terre noire et dangereuse reste, paradoxalement, la plus généreuse qu'ils connaissent. Et voilà le plus étonnant. Malgré le danger évident, il existe des communautés qui vivent depuis des générations à l'intérieur même du cratère, cultivant des vignes dans cette terre volcanique extrêmement fertile, riche en minéraux que la lave a déposés au fil des années. On y produit un vin local que beaucoup de voyageurs et de connaisseurs décrivent comme l'un des plus singuliers qu'ils aient jamais goûté, parce qu'il pousse littéralement sur de la lave refroidie, sur un sol noir qui, partout ailleurs dans le monde, serait synonyme de destruction totale. C'est une image parfaite de ce qu'est le Cap-Vert en général. Un endroit où la nature est dure, imprévisible, souvent même dangereuse, mais où les gens trouvent quand même le moyen d'en tirer la vie, la beauté, et dans ce cas un bon vin, aujourd'hui exporté dans plusieurs pays. Et puisqu'on parle de gens qui vivent dans un cratère, je te lance la première question de cette vidéo. Si tu devais habiter un village construit à l'intérieur d'un volcan actif, en sachant parfaitement qu'il peut entrer en éruption à tout moment, comme c'est déjà arrivé, tu resterais pour le paysage unique et la terre si fertile, ou tu partirais en courant à la seconde où tu apprendrais le risque? Dis-moi ta réponse en commentaire, j'ai vraiment hâte de tous les lire, un par un. Et au passage, si la vidéo te plaît jusqu'ici, n'oublie pas le petit like, ça aide énormément à faire remonter ces histoires vers d'autres personnes qui, comme toi, aiment apprendre de nouvelles choses sur le monde. Fait numéro 6. Une langue bien à eux. Le Cap-Vert a une langue qui lui est complètement propre, qui n'existe nulle part ailleurs sur la planète avec ses caractéristiques exactes. La langue officielle, celle des documents du gouvernement, de l'enseignement formel et des médias, est le portugais, héritage direct de près de 5 siècles de colonisation. Mais la langue que les gens parlent vraiment dans la rue,
celle qu'ils utilisent pour raconter des blagues, pour se disputer, pour tomber amoureux et pour chanter ces chansons si mélancoliques dont je vais te parler plus loin, c'est le créole capverdien, appelé sur place le criolou. Cette langue est née du mélange entre le portugais ancien apporté par les colonisateurs et différentes langues africaines arrivées avec les personnes réduites en esclavage pendant la colonie. Il ne s'agit pas d'un simple dialecte, ni d'une version simplifiée ou incorrecte du portugais, comme certains pourraient le croire. Beaucoup de linguistes le considèrent comme une langue à part entière, avec sa propre grammaire, ses propres règles de conjugaison, et même des variantes assez différentes selon l'île où tu te trouves. Quelqu'un de l'île de Santiago au sud de l'archipel ne parle pas exactement comme quelqu'un de São Vicente, au nord, même s'ils se comprennent parfaitement. C'est une langue vivante, qui continue de changer, de se transformer de génération en génération, et qui incarne mieux que n'importe quoi d'autre ce mélange de monde qui définit le Cap-Vert. Ni totalement africain, ni totalement européen, mais quelque chose de véritablement nouveau, né là, sur ces 10 îles au milieu de l'océan. D'ailleurs, ces dernières années, un mouvement a pris de l'ampleur à l'intérieur même du pays, réclamant que le criollo cesse d'être seulement la langue de la maison et de la rue pour devenir lui aussi langue officielle, aux côtés du portugais afin qu'il soit reconnu avec le même respect dans les écoles, à la télévision et dans les documents officiels. Pour beaucoup de Capverdiens, surtout les plus jeunes, parler criollo n'est pas un simple détail culturel, c'est la façon la plus honnête de dire qui ils sont vraiment. Faites Nugré 5, presque pas de rivière. Le Cap-Vert est un archipel qui n'a pratiquement aucune rivière permanente sur la plupart de ses îles. La pluie est rare, irrégulière, et les sécheresses ont été une constante douloureuse tout au long de son histoire si grave à certains moments du passé qu'elles ont provoqué des famines dévastatrices. Des famines qui ont forcé des milliers et des milliers de familles à émigrer pour survivre, tout simplement. Un point sur lequel on reviendra plus loin, parce qu'il est absolument central pour comprendre ce pays de l'intérieur. Aujourd'hui, une grande partie de l'eau potable consommée par la population ne vient pas de rivières ni de lacs naturels, mais d'usines de dessalement qui transforment l'eau de mer en eau propre à la consommation. Une solution coûteuse, gourmande en énergie et compliquée à entretenir, mais nécessaire dans un endroit où la nature n'offre tout simplement pas assez d'eau douce spontanément. Et malgré cette limite si dure, presque impossible à imaginer pour ceux d'entre nous qui vivent entourés de cours d'eau, le Cap-Vert a réussi à développer une agriculture de subsistance surprenante dans les zones les plus humides de ses montagnes intérieures, cultivant du café, de la canne à sucre et différents fruits tropicaux dans de petites vallées verdoyantes qui contrastent brutalement avec le paysage aride et volcanique du reste des îles. C'est une lutte constante, silencieuse, contre la pénurie d'une ressource à laquelle, dans bien d'autres pays, on ne pense même pas en ouvrant le robinet. Et pourtant, au cœur de cette lutte, la vie continue de fleurir avec une obstination admirable. Il y a même des îles, comme Santo Antan, où les habitants ont construit à la main, génération après génération, des kilomètres et des kilomètres de canaux d'irrigation taillés directement dans la montagne pour récupérer jusqu'à la dernière goutte d'eau, tomber sur les hauteurs et la conduire vers les cultures plus bas. Marcher sur ces sentiers aujourd'hui est, pour n'importe quel voyageur, l'une des expériences les plus impressionnantes qu'offre l'archipel parce que chaque mètre de ces canaux représente des heures et des heures de travail manuel accumulées pendant des générations entières. FAIT numéro 4. Sa musique a conquis le monde. La musique du Cap-Vert a conquis le monde entier bien avant le football. Et d'une manière tout aussi surprenante. Le genre le plus emblématique de l'archipel s'appelle la morna, une musique lente, mélancolique, chargée de nostalgie qui parle souvent d'adieu sur le port, de la mer à la fois ennemie et nourricière, d'amour lointaine, et de ce mot si capverdien qu'est la saudade, ce sentiment profond de manque, de regret de quelque chose ou de quelqu'un qui, peut-être, ne reviendra jamais. La morna est née quelque part au 19e siècle en mêlant des racines musicales africaines à des influences portugaises et brésiliennes. Et elle a trouvé, en une seule femme, sa plus grande ambassadrice à travers le monde, Cesaria Évora, connue partout sur la planète comme la diva aux pieds nus, parce qu'elle se produisait toujours pieds nus sur scène, qu'elle joue dans un petit bar de Mindelo ou dans une salle comble en Europe. Cesaria a porté cette musique depuis un pays d'à peine un demi-million d'habitants jusqu'aux scènes les plus prestigieuses d'Europe, d'Asie et d'Amérique, remportant des récompenses internationales de très haut niveau et se voyant comparée par la critique à des légendes absolues comme Edith Piaf ou Billie Holiday pour cette voix grave, chaude, chargée d'expérience et de vie vécue. En 2019, plusieurs années après sa mort, l'UNESCO a officiellement inscrit la morna au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, reconnaissant formellement que cette musique si triste et si belle, née dans une poignée d'îles que le monde a longtemps ignorée, est en réalité un trésor qui appartient à toute l'humanité. Cesaria Évora s'est éteinte en 2011 sur l'île même où elle était née. Mais sa voix résonne encore aujourd'hui dans les aéroports, les cafés et les salles de concert de la moitié du monde. Et l'aéroport international de son île natale porte désormais son nom, avec une statue à son effigie qui accueille chaque personne qui arrive, comme si elle lui souhaitait la bienvenue chez elle. Fête nume de 3+, de Capverdien, dehors que dedans.
il y a plus de Cap-Verdiens qui vivent hors du Cap-Vert qu'à l'intérieur du Cap-Vert. Relis-le si tu veux parce que ce n'est ni une erreur de calcul, ni une exagération de ma part. Alors que la population qui vit physiquement dans l'archipel dépasse à peine le demi-million de personnes, on estime que plus d'1 million, et selon certaines estimations, jusqu'à 1,5 million de personnes d'origine capverdienne vivent réparties dans différents pays du monde. Principalement aux États-Unis, au Portugal, aux Pays-Bas, en France et au Sénégal. Cette communauté gigantesque, de l'autre côté de l'océan, beaucoup de Capverdiens l'appellent affectueusement la 11e île, comme si c'était une île de plus de l'archipel. Sauf que celle-ci, au lieu d'avoir un territoire physique, est dispersée aux 4 coins de la planète. Pourquoi une chose pareille est-elle arrivée ? Précisément à cause de ce dont on parlait il y a un instant, les sécheresses, les famines à répétition et le manque d'opportunités ont poussé, pendant plus d'un siècle, des vagues entières de familles à chercher un avenir meilleur loin de leur propre terre. Il existe des communautés capverdiennes tellement grandes et tellement anciennes dans certains endroits du monde, notamment dans certaines villes des États-Unis, qu'elles sont installées là depuis plus d'un siècle, avec des petits-enfants et des arrière-petits-enfants nés à l'étranger, mais qui continuent de cuisiner la même nourriture, de danser sur la même musique et de parler le même criolu que leurs grands-parents ont apporté en traversant l'océan. Tu imagines appartenir à un pays où la majorité de ton propre peuple vit de l'autre côté du monde, souvent sans avoir jamais foulé la terre de ses grands-parents ? À quel point l'identité d'un peuple doit-elle être forte pour rester unie malgré une distance pareille et autant de générations séparées ? Laisse-moi ton avis en commentaire, je les lis tous. Et si tu n'as pas encore liké cette vidéo, c'est le bon moment pour le faire avant qu'on continue. Et si tu veux continuer à découvrir des histoires de peuples que personne ne regarde mais qui ont beaucoup à nous apprendre, c'est le moment idéal pour t'abonner et recevoir toutes celles qui arrivent. FAIT, Nugro 2, un championnat de foot minuscule. Cette diaspora si immense nous mène directement à un point clé, parce que sans elle, rien de ce qui suit dans cette histoire n'aurait été possible. Le Cap-Vert a l'un des championnats de football les plus petits et les plus particuliers au monde. Sa compétition nationale est composée d'à peine 12 équipes, elles-mêmes issues de 11 ligues régionales réparties entre les différentes îles de l'archipel, où s'affrontent au total plus de 100 clubs entièrement amateurs. C'est un système semi-professionnel, sans grand stade ni budget à plusieurs millions. Le plus grand stade du pays a une capacité d'à peine 15 000 places, quelque chose qui, dans bien des pays, ne suffirait même pas à remplir un stade de deuxième division. Avec une infrastructure aussi modeste, il serait parfaitement logique de penser que le football capverdien ne pourrait jamais rivaliser avec les grandes puissances de la planète. Mais la fédération de football du pays a trouvé, il y a plus de 2 décennies, une stratégie véritablement brillante. Au lieu de dépendre uniquement du talent qui se formait à l'intérieur des îles, elle a commencé à rechercher systématiquement les fils et petits-fils de migrants capverdiens nés au Portugal, en France, aux Pays-Bas, en Irlande et aux États-Unis. Des joueurs formés depuis l'enfance dans des championnats professionnels européens de très haut niveau qui, grâce à leurs racines familiales, avaient le droit de représenter la sélection du Cap-Vert dans les tournois internationaux. Cette décision, prise avec patience et vision à long terme, a fini par transformer ce qui, à première vue, ressemblait à une énorme faiblesse, avoir la majorité de son propre peuple vivant hors du pays en l'avantage compétitif le plus grand de toute son histoire sportive. Parmi les joueurs convoqués pour la Coupe du Monde, plus de la moitié sont nés hors du Cap-Vert, dans des pays comme les Pays-Bas, le Portugal, la France ou l'Irlande, et sont arrivés sur les îles de leurs grands-parents en étant déjà des footballeurs professionnels formés dans certaines des académies les plus exigeantes d'Europe. C'est littéralement le football comme pont entre une petite terre et une immense diaspora. Fait numéro 1. Il a écrit son histoire au mondial. Le Cap-Vert, un pays d'un peu plus d'1 demi-million d'habitants à l'intérieur de ses frontières, s'est qualifié pour la première fois de toute son histoire à une Coupe du Monde. Et ce n'est ni le fruit du hasard, ni d'un miracle isolé. Pendant les éliminatoires africaines, il a terminé premier de son groupe, devant des sélections à la tradition footballistique bien plus grande, comme le Cameroun et l'Angola, bouclant tout le parcours avec plus de victoires que de défaites et une différence de but qui a impressionné toute la Confédération africaine de football. Au mondial, il est tombé dans un groupe véritablement relevé, aux côtés de l'Espagne, de l'Uruguay et de l'Arabie Saoudite. Et ce qu'il y a fait a été tout simplement historique. Un match nul 0-0 contre l'Espagne, l'une des grandes favorites au titre, grâce à une prestation héroïque de son gardien, qui a arrêté absolument tout ce qu'on lui a tiré pendant 90 minutes. Puis un nul 2-2 contre l'Uruguay, dans un match à couper le souffle où il a été mené au score avant de revenir avec un caractère admirable jusqu'au bout. Et il a clôturé la phase de groupe par un autre match nul, cette fois contre l'Arabie Saoudite, un résultat qui lui a suffi pour réussir ce qu'aucun autre débutant en Coupe du Monde n'avait accompli avant lui. Accéder directement aux huitièmes de finale dès sa toute première participation. Là, au stade le plus important qu'il ait jamais atteint de toute son histoire, il est tombé sur l'adversaire le plus dur qu'il pouvait imaginer. L'Argentine, championne du monde en titre. Et au lieu de se résigner devant une telle différence de statut et de nom sur le papier, le Cap-Vert lui a tenu tête pendant tout le match, allant même jusqu'à la prolongation,
dans un duel qui a tenu le monde entier scotché à l'écran, avant de s'incliner finalement sur un score extrêmement serré de 3-2. Un pays tout entier, aussi bien le demi-million qui vit physiquement sur les îles, que le million et plus réparti à travers la planète, de Boston à Lisbonne, de Rotterdam à Dakar, a célébré cette élimination presque comme une victoire. Parce qu'au fond, pour eux, c'en était une. La victoire d'avoir prouvé au monde entier qu'un petit pays, né littéralement de rien, forgé par l'esclavage, endurci par les sécheresses et porté par la migration de son propre peuple, peut tenir tête aux champions du monde et le faire trembler jusqu'à la dernière minute. Et ce ne fut pas seulement un exploit sportif. Des analystes et des journalistes de tout le continent y ont vu la preuve la plus claire que le football africain grandit à un rythme que plus personne ne peut ignorer, avec un pays d'à peine un demi-million d'habitants devenus, du jour au lendemain, une référence incontournable pour toute petite sélection qui rêve d'entrer dans l'histoire. Et cette histoire, celle qui a commencé avec des îles vides, l'esclavage, les sécheresses et la migration, s'est retrouvée projetée sur les écrans de presque toute la planète pendant un mois entier. Voilà à quoi ressemble la vraie vie au Cap-Vert. Un archipel qui a commencé comme une terre complètement vide, sans un seul habitant, et qui, avec le temps, est devenu un symbole de résistance, d'identité et de fierté pour des millions de personnes réparties dans le monde entier. Un endroit où cohabitent des volcans actifs et des vignes improvisées, une musique qui fait pleurer de nostalgie, une langue née du mélange de deux continents, et désormais aussi un exploit footballistique qui restera gravé à jamais dans l'histoire des Coupes du Monde. 10 faits, 10 chapitres d'une même histoire. Celle d'un peuple qui n'a jamais rien eu de facile, qui est né de rien, qui a porté le poids de l'esclavage, qui s'est battu contre la sécheresse et contre l'éloignement de son propre peuple, et qui, malgré tout, contre tous les pronostics possibles, a trouvé le moyen de laisser sa marque dans la musique, dans la politique, et maintenant aussi dans le football mondial. Peu de nations aussi petites ont accompli autant avec aussi peu, et c'est peu être la plus grande leçon que nous laisse le Cap-Vert, la taille d'un pays ne définit jamais la taille de son histoire. Si tu as aimé découvrir cette histoire et que tu veux continuer à percer les secrets les plus surprenants de petits pays que presque personne ne regarde, mais qui cachent des histoires immenses comme celle-ci, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant, parce que la prochaine histoire qu'on va te raconter pourrait te surprendre encore plus que celle-là.